Je voulais vous parler effectivement de l'Europe, de l'unité de l'Europe, de la nécessité de cette unité de l'Europe. Alors, pour commencer, je dois vous faire un petit rappel. Au sortir de la Deuxième Guerre civile européenne de 1939-45, toute la droite nationale, ou presque, était convertie à l'idée européenne, à l'idée de nécessité que l'Europe demain soit une. Que ce soit Bardèche, Binet, Thiriard avec Jeune Europe, Dominique Vénère et Europe Action, Jean Mabir, Oswald Mosley pour le Royaume-Uni, le Grèce et la Nouvelle Droite à l'époque des années 70 et même encore aujourd'hui, l'Europe était pour eux une nation et pas seulement une synthèse politique. C'était une nation au même titre que la France ou l'Allemagne. Mais il y a eu une régression, comme toute bonne idée, il y a eu les faussaires et il y a eu les négateurs. Et le drame de ce combat, qui était une évidence pour tous, y compris même pour Jean-Marie Le Pen à certains moments, est tombé dans le piège du souverainisme et de l'europhobie. Le symbole de cette europhobie, c'est 1992 en France, c'est Maastricht. Pourquoi ? Parce que vous avez eu la mise en avant de trois personnalités qui étaient Séguin, Pasqua et Villiers. Et je pense notamment à Philippe Séguin, qui a expliqué que la France avait un destin mondial et pas un destin européen, qu'elle avait un destin sur tous les continents, sur toutes les mers. Or, Philippe Séguin était contre l'Europe pour une raison que je vais vous dire très simplement, c'est lorsqu'il se regardait dans une glace le matin, il ne voyait pas un Européen, tout simplement. Et quand on ne se sent pas européen parce qu'on ne l'est pas dans sa tête et qu'on ne l'est pas tout simplement peut-être dans son sang aussi, eh bien on ne comprend pas cette nécessité de l'Europe. Lui, c'est Thomas Ferrier, président du Parti des Européens. Thomas Ferrier, c'est un eurofédéraliste identitaire qui rêve d'un État fédéraliste européen. Il est plutôt casé à l'extrême droite pour son côté identitaire, mais un peu partout sur le spectre politique, on peut trouver des eurofédéralistes, comme par exemple Europe Écologie Les Verts en ce qui concerne la gauche. Et Thomas Ferrier, c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo suite à son débat avec Philippe Comte. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la question du pan-européisme, un nationalisme européen vanté par les eurofédéralistes et notamment les eurofédéralistes d'extrême droite. Le nationalisme, c'est une doctrine politique visant à créer ou à défendre un État-nation, que ce soit sur une base culturelle, religieuse ou même raciale pour ceux qui se basent sur des théories racialistes. Le patriotisme, c'est un sentiment d'attachement à une communauté nationale. Évidemment, nationalisme et patriotisme sont très liés bien que ces termes ne soient pas synonymes. L'un décrit une doctrine politique quand l'autre décrit un sentiment. Pour qu'il y ait un nationalisme qui fonctionne, il faut d'abord une conscience nationale qui soit partagée par une partie de la population. Par exemple, pour que l'Algérie devienne indépendante, il a fallu que beaucoup d'Algériens aient une conscience nationale par laquelle ils se sentent algériens et lancent un mouvement nationaliste algérien. Ainsi, pour qu'il y ait un nationalisme européen, il faut que se développe une conscience nationale européenne, ce en quoi je ne crois pas. Évidemment, on peut s'amuser à imaginer de manière idéaliste des nationalismes et à les légitimer sur des bases historiques et identitaires. Je peux décider d'être un nationaliste anglo-normand ou même un nationaliste rouennais ou un nationaliste eurasien, mais seulement voilà, personne ne va me suivre, même si j'ai des arguments historiques légitimant ces formes de nationalisme. Personne ne va me suivre parce qu'il n'existe pas de conscience nationale rouennaise ou de conscience nationale anglo-normande, parce que la conscience nationale, ça ne sort pas ex nihilo. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que le patriotisme européen ne s'implantera jamais à grande échelle chez les peuples européens. En 1983, l'historien irlandais Benedict Anderson sort un livre nommé L'imaginaire national, dans lequel il tente de saisir les mécanismes du nationalisme sur les différents continents, ainsi que l'histoire du concept de nation. Ce qui nous intéresse ici, c'est la question de l'émergence d'une conscience nationale. Pour Anderson, la conscience nationale apparaît peu à peu à la Renaissance. Ce qui va faire apparaître une conscience nationale chez ceux qui vivent sous le même système administratif, c'est le développement de l'imprimerie et l'utilisation de plus en plus courante des langues vernaculaires qui finissent par devenir officielles dans l'administration des États. Avec la presse papier, tout le monde suit la même actualité au sein d'un territoire et développe une littérature commune, ce qui crée une communauté de gens qui sont liés à la même histoire politique, bien qu'ils puissent avoir des idées et des intérêts différents d'un groupe social à un autre ou d'un individu à un autre.
Après l'émergence d'une conscience nationale, on se met à créer un roman national a posteriori, qui est soit un ensemble de mythes complètement fumeux, soit une vision partisane et normative de l'histoire. Chez Thomas Ferrier et beaucoup d'eurofédéralistes, la question du nationalisme européen est prise à l'envers. D'abord, il crée un roman national européen, puis il pense qu'il suffit de faire entendre ce roman national européen aux gens pour que la plupart finissent par être convaincus. Sauf que le nationalisme n'est pas quelque chose de rationnel et objectif, dans la mesure où il se base sur un sentiment national. Et ce sentiment, lui, est le résultat de phénomènes concrets qui mènent des groupes de gens à se penser comme un ensemble, comme une nation. Et c'est pour cela que Benedict Anderson parle de communauté imaginée, non pas au sens où elle sortirait uniquement de l'imagination des gens par la magie du Saint-Esprit, mais au sens où l'on imagine appartenir à une communauté parce qu'on suit les mêmes médias, parce qu'on parle la même langue, qu'on vit sous le même système administratif, qu'on est sous la protection de la même armée, parfois parce qu'on fait son service militaire dans la même armée, parce qu'on est éduqué par le même système d'instruction, parce qu'on se sent attaché à une même culture, etc., etc. Évidemment, ce sont des exemples, toutes les nations ne cochent pas forcément toutes les cases. Des cathédrales crevant le ciel comme des épées, des forêts noires que des sorcières ont envoûté, des chevaux fous et des milliers de races humaines lancées sur nous du plus profond de la Bohème. Les eurofédéralistes de tous bords ont à mes yeux une vision réactionnaire de la société. Certains eurofédéralistes comme Thomas Ferrier ont beau dire que l'Europe est une nation, ils sont dans une logique d'empire ou de royaume féodal où les langues et les cultures sont très différentes et peuvent coexister en étant soumises à une autorité centrale dont les représentants peuvent être originaires d'un autre peuple, tout en gardant en parallèle une certaine autonomie locale pour les régions. Au fil des siècles, les empires coloniaux et continentaux se sont pour la plupart effondrés et ont été remplacés par des nations. Alors vous allez me dire qu'il reste encore des États où il existe plusieurs cultures et plusieurs langues, sauf que la plupart de ces États sont soit en proie à des conflits intercommunautaires très violents, des quartiers de Bangui déserts, des maisons pillées, des commerces incendiés, des mosquées détruites. Un secteur dans lequel il y a quelques semaines encore vivaient de nombreux musulmans. Les pilleurs, les voilà. Ils ne se cachent pas, ils sont chrétiens, et c'est à leur tour de crier vengeance. C'est nous, le Centrafricain, qui avait détruit tout ça là. Donc on ne voulait pas voir le musulman ici à Centrafrique. Inscrites sur les murs, leur haine pour leurs anciens voisins qu'ils ne veulent jamais voir revenir. Quand on prie le musulman, on doit mis au mort. Donc on doit te tuer le musulman. C'est ça le LED. Soit en homogénéisation de leur culture, comme la France a pu le connaître sous la Troisième République. Et ça, en général, ce sont des pays en développement pour la plupart. Et il y a bien eu aussi quelques formes de multiculturalisme n'étant pas réactionnaires dans le bloc de l'Est, mais ça a mal fini. Il y a 20 ans, en juillet 1995, peu avant la fin du conflit intercommunautaire qui a fait 100 000 morts, quelques 8 000 hommes et garçons musulmans ont été tués par les forces serbes de Bosnie, à Srebrenica. Le plus grand massacre en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À quelques jours des commémorations du 20e anniversaire, le désaccord sur ce projet de résolution a créé une atmosphère de défiance en Bosnie, éloignant un peu plus les espoirs de réconciliation. Il y a aussi le cas de la Belgique, mais c'est à l'origine un état tampon entre la France et l'Allemagne, et ces problèmes interculturels existent aussi. Je doute que ce soit un grand modèle de société pour les nationalistes. L'eurofédéralisme, qu'il soit de droite ou de gauche, est un multiculturalisme. Et j'ai pas envie que le continent européen devienne une Yougoslavie géante. Le grand retour en arrière, c'est aussi qu'actuellement, les divers projets eurofédéralistes de droite comme de gauche veulent un capitalisme débridé et des mesures radicalement antisociales, bien que ceci se cache soit derrière un vernis gauchiste, soit derrière un vernis traditionnaliste. Sans espérance de vie, l'épuration éthique, on chante de trop de bêtes, médiatique, mini-serbe, européenne,
Si on force tous les Européens à vivre sous un même État sous forme d'empire sans avoir une conscience nationale européenne, ça va vite finir en guerre de sécession avec plein de nations qui réclament leur indépendance, de nouveaux conflits territoriaux et sûrement une radicalisation des mouvements nationalistes en contexte de guerre ou de graves tensions diplomatiques. Pour que le sentiment de conscience nationale européenne émerge chez un groupe social, il faut en général qu'il ait le capital culturel permettant de parler plusieurs langues, de suivre les médias de différents pays et de maîtriser l'histoire du continent, et avoir le capital économique pour se déplacer régulièrement en Europe. Et je parle de se déplacer longtemps, pas juste pour une semaine de vacances. Ou alors, quand on n'a pas ce capital culturel et économique, il faut se limiter à des discours identitaires racialistes. Ainsi, le patriotisme européen est limité à une élite intellectuelle et économique, et à des néo-nazis un peu bizarres. Oui, ce que j'explique aux jeunes générations, c'est d'arrêter de faire des bras tendus devant sa glace, c'est d'arrêter de foutre des mèmes d'Adolphe tous les 4 matins, et c'est de pouvoir parler au plus grand nombre, donc à son peuple, sans passer pour des illuminés ou des nostalgiques d'une époque considérée par 99,99% des gens comme odieuse et affreuse. Bon, c'est pas plus compliqué que ça, ça s'appelle la maturité politique, et lorsqu'on ne sait pas le faire, on ne fait pas de politique. Il y a des sacrifices nécessaires, quand ils sont symboliques, pour une cause qui est essentielle, la survie de la civilisation européenne et notre peuplement européen chez nous, sur notre terre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on a besoin de ce saut qualitatif de maturité. La nostalgie fasciste, ça sert à rien. Le jour où on est au pouvoir, on peut créer des boulevards Adolf Hitler si on en a envie, c'est un autre débat. Mais tant qu'on n'est pas au pouvoir, eh bien, on se fout la paix, c'est tout. Ça s'appelle la politique. Si ça ne nous plaît pas, eh bien c'est pareil. Voilà, cher ami.